Les joueurs d'échecs de haut niveau peuvent passer des heures à analyser une même position. Il y a un demi-siècle, les cadences de jeu en tournoi duraient bien davantage qu'aujourd'hui, avec des parties qui étaient parfois ajournées pour être reprises le lendemain. Et des cadences qui donnaient jusqu'à 3 heures de réflexion par joueur, soit jusqu'à 6 heures de partie au total. La patience était une vertu bien ancrée en chaque joueur. Pour un grand maître, chaque minute de plus à la pendule est une ressource inestimable, qu'il investit en calculant minutieusement chaque variante, évaluer chaque position résultante pour faire le choix le plus optimal possible. Les heures s'envolent sans qu'on l'aperçoive lorsque l'on est vraiment concentré dans sa partie. Si les minutes qui passent ont le goût d'un instant lorsque vous analysez une position d'échec, c'est que vous êtes vraiment à ce que vous faites. Pourtant, à l'aube de ce nouveau millénaire de vitesse, de consommation, de dopamine, de gratification immédiate, toute cette discipline martiale, ce goût pour la minutie, cette volonté de bien faire, de s'appliquer, de jouer chaque coup avec soin, avec la précision d'un chirurgien, s'est vu perverti par l'adrénaline de la vitesse. L'illusion d'être puissant parce qu'on joue vite, l'envie de ne chercher que la tactique facile, la gratification immédiate, la paresse de ne jouer qu'un coup de principe quand la position ne donne aucune indication claire. Les parties de 2 heures chacun, cadence guillotine, qui voyaient un rajout de 1 heure au bout de 40 coups, se sont vues transformées en Fischer, d'1h30 chacun, plus 30 secondes par coup. Les parties rapides se sont vues renommées semi-rapides, parce que 20 minutes, c'était déjà beaucoup trop long pour des cerveaux devenus incapables de réfléchir constructivement plus de 30 secondes sur une même position. Nous étions entrés dans l'ère du blitz, où l'on fait l'apologie du vite fait mal fait, et qui allait régner en maître, où gagner par une tactique de type puzzle rush remplacerait le fin du fin sous les projecteurs. L'époque où l'on appréciait de passer 1 heure à calculer une position, savourant chaque nuance de nos calculs comme l'arôme d'un bon vin, s'était vue détrônée par celle où l'on enchaîne les blitz insipides comme des canettes de soda. Sans apprécier ni comprendre, bien sûr, ni la moindre finesse de chaque position, qui défile sous nos yeux comme des flashs que notre œil lui-même n'a pas le temps d'intégrer, ni même le bon sens stratégique, l'élaboration d'un plan, que la paresse du joueur moderne achève de vouloir considérer ne serait-ce qu'une seule seconde. Seconde qui a désormais le goût d'une éternité. Tout et tout de suite, gagner vite et mal, attendre l'erreur grossière, faire tomber l'adversaire à la pendule, se sentir supérieur à l'autre parce qu'on a joué plus vite que lui. Le temps passé à réfléchir est devenu une disgrâce aux yeux du blitzer. Utiliser son cerveau est devenu une honte. Il faut faire croire qu'on est tellement meilleur que l'autre qu'on joue brillamment sans même avoir à calculer, ou au moins sans en donner l'impression. Voilà où nous en sommes. Le résultat d'une descente aux enfers à cheval sur TikTok, Instagram, les shorts à tout va. La compréhension profonde a laissé place à l'apprentissage parkeriste des ouvertures, et le goût du coup parfait a laissé place à l'approximatif. La petite combinette est devenue le but ultime, alors que le moyen d'y parvenir avait toujours été l'art véritable. Si jusqu'alors je me contentais d'observer cette tendance de loin, en me disant qu'elle n'affecterait pas ma pratique en compétition et en tournoi, les comportements des joueurs que j'ai constatés en club et en tournoi ces dernières années m'ont fait comprendre l'urgence de la situation. 90% des joueurs ne savent tout simplement plus se concentrer. Qu'ils n'aient plus la patience ou la volonté, ou que leur comportement sur l'échiquier soit le simple reflet de la reprogrammation de nos cerveaux que nous infligent nos ordinateurs, nos portables, et plus spécialement nos addictions au contenu rapide, que ce soit sous forme de vidéos, jeux vidéo, ou, bien sûr, c'est le thème de la vidéo, au blitz et au bullet, j'observe des joueurs qui jouent leurs coups en moins d'1 minute en partie classique. Et pas un coup ou deux, pas seulement les coups évidents, non, la majorité de leurs coups. Des joueurs à plus de 1900 LOFID parfois, qui blitzent leur partie comme s'ils allaient jouer parfaitement sans avoir à calculer quoi que ce soit ou évaluer la moindre nuance. La position que vous avez sous les yeux vient d'une partie que j'ai jouée en compétition ce dimanche dernier pour mon club. Pour raison d'anonymat, je tairai le nom du joueur et des joueurs dont je présenterai les parties dans cette vidéo. N'ayant pas eu envie d'un combat théorique, comme vous pouvez le constater, j'ai joué la petite ligne cavalier E2 dont j'ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos. Lorsque j'ai joué E5,
il était clair que mon adversaire ne connaissait pas du tout la position. D'une part, il était surpris, ça se voyait, et d'autre part, il a mis plus d'une minute pour jouer son coup. Le problème, en fait, c'est qu'il n'aura pas mis plus d'une minute non plus pour jouer cavalier D7. Mon adversaire a vraisemblablement estimé que dans une position qu'il ne connaît pas, une minute suffirait à jouer un coup convenable. Lorsque votre adversaire vous met hors préparation, c'est le premier moment d'une partie où vous devez investir un montant raisonnable de temps pour comprendre les nuances, deviner les plans, comprendre les différences et essayer de les intégrer au mieux pour jouer de la meilleure des façons. Je pourrais consacrer toute une vidéo à ce début cavalier E2, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est que mon adversaire ne s'est pas posé la question. Ici, on peut faire beaucoup de bons coups. Fou F5, bien sûr, naturellement. Fou G4. Ces deux coups les plus évidents sont objectivement les meilleurs de la position, mais mon adversaire n'a même pas voulu consacrer plus d'une minute à les évaluer. Il a joué cavalier D7 que je n'avais jamais rencontré dans ma pratique. Cavalier D7, c'est un coup que je sentais d'emblée être assez mauvais. D'une part, on gêne le fou C8, et d'autre part, sur les structures françaises qui vont émerger après E6, le cavalier sera mal placé en D7. Normalement, quand les noirs joueront ultérieurement C5 pour mettre pression sur la base de la chaîne de pions en D4, le cavalier devrait être placé en C6. À ce stade, beaucoup de joueurs blitzeraient D4, un coup évident, on défend le pion E5, on prend le centre. Mais j'ai en fait ici déjà réfléchi plus de 5 minutes. D'une part, je n'avais jamais vu le coup cavalier D7, et d'autre part, il y a des choses intéressantes à calculer. Avez-vous pensé à E6 en voyant cette position ? L'attaque de nuit est thématique ici, et constitue en fait toute l'idée de la variante cavalier E2. Pour la faire courte, si les noirs continuent avec tous les coups de principe après fou F5, alors les blancs vont terminer avec E6. Ce coup typique emmure les pièces adverses et donc ralentit le développement des noirs tout en affaiblissant le roi. Ensuite, après le coup évident D4, les blancs contrôlent le centre tout en empêchant les contre-poussées centrales libératrices E5 et C5. J'ai donc pris le temps de me demander s'il n'était pas pertinent de le faire ici. Quelle est la différence ? Quelles sont les nuances ? La différence principale réside dans le fait que les noirs ayant déjà un cavalier en D7, après E6, D4, ils peuvent immédiatement jouer E5. Et bien sûr, s'ils peuvent aussi facilement liquider leur pion doublé, alors le sacrifice de pion n'a pas vraiment d'intérêt. J'ai également pris le temps de calculer cavalier D4, mais après le simple E5, cavalier E6, puis dame B6, il apparaît que les noirs ont simplement le centre, des pièces mieux développées et que mon cavalier n'aura rien de mieux à faire que s'échanger contre le pauvre fou F8. Ce n'est qu'après avoir analysé ces nuances que j'ai joué D4. Et mon adversaire alors, presque à tempo, joue E6. Tout comme pour D4, E6 est assez évident, mais l'attitude de mon adversaire est plutôt inquiétante. À nouveau, il n'a pas cherché à réfléchir aux nuances, et presque instantanément après avoir joué son coup, il s'est retourné sur les autres échiquiers pour se laisser distraire par ce qui se passait ailleurs. Après chaque coup de la partie, mon adversaire se retournait sur sa chaise et contemplait ce qui se passait sur les autres échiquiers. Il n'était clairement pas du tout à ce qu'il faisait, ne cherchait pas à optimiser quoi que ce soit. Un coup de développement ou un autre, c'était pareil. J'ai alors pris quelques minutes pour considérer mon prochain coup. J'ai ici beaucoup de choix. J'aimerais développer mon fou et roquer, donc je pourrais jouer G3, puis fou G2 ou fou H3 pour anticiper la venue d'un cavalier en F5, thématique sur ces structures. Le problème, c'est que tant que les noirs n'ont pas décidé de l'emplacement de leur cavalier G8, mettre un fou en G2 ou en H3 est un peu prématuré. Et idéalement, gardez bien ça en tête pour la suite, dans ces structures françaises, la meilleure place pour le fou F1, c'est D3. Je pourrais également décider de sortir mon fou en E3 ou F4 avant de développer éventuellement mon cavalier sur D2. Le problème, c'est que dès que le fou C1 s'en va, thématiquement, la dame arrive en B6, en mettant pression sur D4 et sur B2. Si les cavaliers se développent avant les fous, c'est précisément parce que leurs emplacements ont tendance à être plus évidents. Si vous pouvez, gardez la flexibilité sur le développement de vos pièces. Mettre un cavalier en C3 serait en fait assez antipositionnel, parce qu'après C5, les blancs veulent pouvoir consolider leur pion D4 par C3. Par conséquent, j'estime que dans la structure française qui va arriver après C5 et C3, la place idéale pour mon cavalier sera en fait F3. Je commence par cavalier D2. Mon adversaire, qui bien sûr contemplait les autres échiquiers au lieu du sien, se retourne sur sa chaise et joue très rapidement, en moins de 20 secondes, cavalier E7. Bien que le coup ne soit pas mauvais, je continue à penser que l'ordre de coups est un peu étrange. On sait que les noirs doivent jouer C5, et puisque les blancs sont positionnellement obligés de répondre par C3, alors autant faire cet échange de coups forçants tout de suite. En restreignant moins mes possibilités, les noirs pourraient me laisser des coups supplémentaires, comme par exemple cavalier B3 pour empêcher C5. Des coups comme C4 auraient aussi pu s'avérer corrects.
Il se trouve qu'après cavalier B3, C5 est en fait tout de même possible parce que mon pion D est rivé à la défense de mon pion E, et qu'après C4, D prend C4, cavalier prend C4, cavalier F5, je me suis juste affaibli les cases D5 et mon pion D4 est arriéré. Mais à la vitesse à laquelle mon adversaire a joué, il est clair qu'il ne s'est pas interrogé sur ces nuances. À nouveau, dans cette position, je pourrais commencer par un coup comme C3, renforçant préventivement mon pion D4 contre C5. Mais pourquoi jouer un coup prophylactique qui rendrait plus rigide ma structure de pion quand je peux rester souple et jouer plus tard éventuellement C4 en un seul tempo? Pour les raisons précitées, je n'ai pas non plus envie de jouer G3. Je veux garder la souplesse pour mon fou F1. Je continue donc par cavalier F3, la meilleure case de mon cavalier. Ok, j'ai été très critique des coups de mon adversaire jusqu'à maintenant, mais les noirs ne peuvent pas être si mal, non? La réalité est en fait que l'ordre de coups choisi par mon adversaire est en fait si étrange, pour ne pas dire si imprécis, que la situation en est déjà devenue très critique. Tout joueur un tant soit peu expérimenté des structures françaises vous dira qu'évidemment les noirs peuvent et doivent jouer ici C5. Après C3 et cavalier C6, la position aurait été à vrai dire assez équilibrée. Mais il se trouve que la suite de coups imprécis joués par mon adversaire auparavant rendait désormais cette suite nécessaire. Et le coup joué par mon adversaire, encore en moins d'une minute, est déjà une faute décisive. Cavalier F5. C'est quand même dingue, vu de loin, de se dire que cavalier F5 est une faute décisive dans cette position. Et pourtant, d'un strict point de vue pratique, tout du moins, c'est bien le cas. L'exercice qui va suivre est très difficile et je vous invite à mettre en pause aussi longtemps que vous penserez nécessaire de le faire. Pour ma part, j'ai réfléchi 20 minutes sur cette position avant de jouer mon prochain coup. Très haut blanc, que feriez-vous? Je vais tout doucement procéder à la solution en vous donnant des indices au compte-gouttes. Rappelez-vous que le cavalier est mal placé en D7, déjà parce que la pression sur D4 est amoindrie, mais aussi parce que le fou C8 en pâtit, et par conséquent, le pion E6 est plus faible. Les calculs de variante en amont avec E6 me laissent un arrière-goût de sacrifice dans la position. Ils n'ont certes mené à rien auparavant, mais je ne les ai pas perdus de vue. On n'oublie pas que je suis resté flexible sur mon fou F1 parce que j'aimerais bien lui trouver la meilleure case possible pour plus tard. Et pour finir, les noirs n'ayant toujours pas joué le coup nécessaire C5, la pression superficielle exercée par le cavalier F5 sur mon pion D4 n'a que peu d'importance. Il est encore temps de mettre la vidéo en pause pour essayer de trouver comment vous pourriez combiner tous ces éléments entre eux. Ici, j'ai joué cavalier F4, un coup qui, comme vous allez le voir, est déjà décisif. Essayez de prendre un moment pour voir ce que vous joueriez ici avec les noirs. Je m'attendais à la réponse de mon adversaire qui n'a pas traîné. En moins de 30 secondes, il a joué enfin C5. Mais il est en fait déjà trop tard pour jouer ce coup. Si vous n'avez toujours pas trouvé, prenez à nouveau un moment pour réfléchir et essayez de deviner mon prochain coup. J'ai enchaîné par fou D3. Pour la première fois dans la partie, pour jouer fou D3, il ne m'a pas fallu plus de 20 secondes, car en jouant cavalier F4, j'avais déjà toute la combinaison qui va suivre en tête. Là où c'est grave, c'est qu'après fou D3, ayant réfléchi 20 minutes pour cavalier F4, mon adversaire aurait bien sûr dû se douter de quelque chose. Il est classé à plus de 1900 LOFIDE, et il devrait bien se douter qu'un adversaire mieux classé que lui ne va pas donner bêtement un pion en un coup, surtout après avoir réfléchi 20 minutes. Et pourtant, mon adversaire joue en 1 minute, cavalier prend D4. Si vous n'avez toujours pas trouvé la suite de la combinaison, il est encore temps de mettre en pause. J'ai enchaîné, cavalier prend D4, pion prend D4, et la pointe, cavalier prend E6. Après F prend E6, dame H5, G6, fou prend G6, H prend G6. On ne prend même pas la tour, mais dame prend G6. Roi E7, fou G5 gagne la partie. Après dame H5, si les noirs décident de monter immédiatement par roi E7, fou G5, cavalier F6. La variante que j'avais entrevue au moment de cavalier F4, pion prend F6, pion prend F6, fou prend F6, forçant roi prend F6, dame H4, enfilade, roi F7, dame prend D8, ne marche pas en fait. Car après fou B4 échec, les noirs récupèrent la dame avec une position avantageuse. Mais il suffit simplement au blanc de roquer et la position des noirs est complètement désastreuse. J'aurais certainement trouvé ça. Je vais vous montrer la suite de la partie, mais la position des noirs est essentiellement perdue. Avant de vous la faire défiler, demandons-nous tout de même, les noirs pouvaient-ils mieux se défendre après cavalier F4? Si l'on en croit Saint Stockfish, les noirs auraient encore pu s'en tirer par le miraculeux G5. Arrêtons-nous 2 secondes pour considérer un peu sérieusement ce coup. D'une part, les noirs affaiblissent complètement leur aile roi après cavalier H5
On voit très bien que le cavalier lorgne sur F6 où le roi en E8 sera très vulnérable. En affaiblissant leur aile roi, les noirs anéantissent à tout jamais la possibilité de faire un petit roc. En outre, les noirs devraient comprendre que cavalier prend G5, dame prend G5, suivi des découvertes monstrueuses qui planent sur E6, ne sont pas un problème. Et ça encore, c'est sans compter sur la possibilité d'autres lignes pointues comme cavalier prend E6 suivi de cavalier prend G5 avec une attaque dévastatrice sur le roi noir. Il serait très tentant pour la plupart des joueurs modernes, en analysant les lignes d'ordinateur en rentrant à la maison, d'interpréter la dernière erreur de la partie qui était de ne pas avoir joué G5 comme l'erreur de la partie. Car j'y reviendrai après, mais sur Fou D3, c'était déjà trop tard. Et ce raccourci malhonnête bien pratique esquive la question beaucoup plus fâcheuse et douloureuse de la remise en question du fond de jeu. Les échecs classiques, en partie lentes, se gagnent ou se perdent souvent d'une manière comparable à la façon dont on peut faire tomber une voiture au bord d'un précipice sur une falaise. On rajoute une pierre vers l'avant, puis une autre, et encore une autre, et bien sûr l'inéluctable arrive. La voiture bascule et dégringole la falaise. Les joueurs inexpérimentés ont tendance à souvent attribuer leur défaite à la dernière erreur qu'ils ont commise, ou leur victoire au dernier bon coup qu'ils ont joué, sans comprendre que le résultat de leur partie est plutôt l'accumulation d'une foule d'avantages obtenus par l'un des joueurs, qui a réduit le champ des possibles de l'autre afin de maintenir l'équilibre, au point que la chute devenait trop facile à faire. Dans cette métaphore, ce serait se méprendre que d'attribuer la chute de la voiture à la dernière pierre posée sur l'avant. S'il ne manque qu'une seule pierre avant la chute, la voiture va peut-être basculer un jour, peut-être pas. Mais si vous êtes à l'intérieur du véhicule à ce moment-là, une chose est sûre, vous avez plutôt intérêt à attendre les secours avant de vous gratter l'orteil. G5 en fait, ça ressemble plutôt à ça. Quant à vous, ne commettez pas cette erreur et prenez le temps d'apprécier chaque nuance de la position lorsque vous ne la connaissez pas, et que vous ne l'avez donc jamais étudiée. Lors de mes derniers tournois, ce qui m'a le plus choqué en parcourant la salle, c'est à quel point les joueurs jouaient rapidement leurs coups. À peine 15 minutes après le début de la ronde, plus de 10 coups avaient été joués sur presque 90% des échiquiers. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé il y a 20 ans en arrière. Maintenant, fun fact qui fait écho à ma vidéo sur le biais de confirmation des évaluations d'ordinateur, cavalier F4 n'est même pas dans le top 5 des coups de l'ordinateur. Alors comment puis-je oser donner cavalier F4 comme solution ultime de la position ? Eh bien, si vous avez suivi tout ce que j'ai raconté, G5 est l'unique coup qui sauverait hypothétiquement les noirs et qui est introuvable par un être humain. Enfin, introuvable, on peut bien sûr le jouer par hasard, mais on comprend pas le quart des raisons pour lesquelles il est impératif. En fait, un fort joueur se résoudrait plus facilement à jouer cavalier H4 après fou D3 que G5 au moment de cavalier F4. Et en l'occurrence, c'est objectivement encore pire. En tout cas, d'après l'ordinateur, parce qu'en termes de chances pratiques, ça aurait donné vraisemblablement des chances un peu meilleures aux noirs par rapport à ce qui s'est passé. Après fou D3, l'ordinateur préfère les coups joués par les noirs dans la partie, mais la suite est suffisamment explicite. Je vous laisse apprécier sans commentaire la suite de la partie avec quelques annotations qui suffiront amplement. A noter que le résultat de la combinaison des blancs après cavalier prend F8, c'est d'avoir détruit positionnellement les noirs et d'avoir la paire de fous plus l'avantage de développement dans un jeu ouvert. C'est sûr que pour du blitz, ça serait pas vraiment considéré comme un avantage décisif, encore que ça dépend du niveau. Mais pour de la partie longue, au-dessus de 1900 LOFIDE, c'est normalement complètement terminé. J'ai joué la moitié restante de la partie avec 10 minutes à la pendule, alors que mon adversaire avait plus de 50 minutes. Mais c'est précisément ce que la plupart des joueurs ne comprennent pas, c'est qu'une fois que vous avez une position complètement gagnante, même une minute à la pendule peut suffire, si vous avez un rajout de temps de 30 secondes par coup. Mon adversaire consacrera les 40 dernières minutes qu'il avait à la pendule à méditer les 3 derniers coups avant d'abandonner. Alors qu'évidemment, ça n'allait plus rien changer. C'est quelque chose que je vois systématiquement des joueurs qui jouent beaucoup trop vite, qui après regrettent et qui méditent leur position perdante pendant tout le temps qu'ils auraient dû consacrer à optimiser avant. Je constate que plus des 3/4 des parties de tournoi se terminent avec des joueurs qui disposent à la fin de plus de la moitié de leur temps de départ. Vous ne pouvez pas considérer que vous avez optimisé votre partie s'il vous reste la moitié de la ressource temps à la fin. C'est pas possible. C'est comme gagner une partie d'échecs sans développer la moitié de ses pièces. C'est pas tout à fait normal. Alors ça peut arriver si l'autre joue vraiment mal, de même qu'on peut gagner une partie très très vite si l'adversaire fait une gaffe monumentale, mais dans le cas général, c'est pas censé se produire. Vous devez apprendre à estimer la durée de temps globale que va prendre votre partie.
en fonction notamment de la nature de la position. Si vous apprêtez à jouer un coup critique qui va gagner un pion, alors prenez votre temps. Si mon adversaire pensait vraiment gagner la partie en jouant cavalier prend D4, alors qu'il prenne 30 minutes pour le jouer. Si cavalier prend D4 marchait vraiment pour lui et s'il allait vraiment gagner un pion, alors il n'aurait pas eu besoin de plus d'une heure à la pendule pour gagner. Même 30 minutes auraient amplement suffi. Si vous voyez un coup clairement gagnant dans une position, de manière générale, alors la philosophie est la suivante. Soit le coup est véritablement gagnant et vous investissez votre temps pour rien, mais de toute façon vous n'en aurez pas besoin par la suite, puisqu'il est gagnant. Soit vous investissez votre temps et vous apercevez que vous pensiez que le coup était gagnant, mais que pour des raisons subtiles il ne l'est pas, et dans ce cas vous avez évité un piège mortel. Et vous avez bien fait aussi d'investir votre temps. Dans les deux cas, c'est bien le moment d'investir votre temps. Soit il ne servira pas par la suite, soit vous évitez un piège. Comprenez qu'aux échecs, spécialement en partie classique, les avantages font boule de neige et qu'investir 30 minutes pour gratter un petit avantage sur l'adversaire aura des répercussions telles que ces 30 minutes seront amplement rentabilisées sur les coups suivants où votre adversaire devra plonger 1 heure de réflexion pour défendre sa position. Et c'est pour ça qu'à haut niveau, on constate fréquemment de très forts joueurs passer 3/4 d'heure sur les 10 premiers coups. Précisément parce qu'ils en ont bien conscience. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'ai gagné d'autres très belles parties de tournoi en prenant mon temps au moment propice. Je précise que cette chaîne possède désormais un Tipeee. Le lien sera dans la description. Si vous souhaitez me soutenir à produire du contenu plus régulièrement, si quelques-uns d'entre vous participent de quelques euros par vidéo, alors je pourrais consacrer beaucoup plus de temps à cette activité. Et pourquoi pas à plein temps. J'en profite pour préciser que je donne des cours d'échecs et de mathématiques puisque je suis professeur de métier. Donc si vous êtes intéressé par des cours de l'un ou de l'autre, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail dans la description. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas à le leur faire savoir. Je vous en serai reconnaissant. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.